Les nationalismes émergent au XIXe siècle, c'est le siècle des nationalismes qui va jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et ils interviennent dans des sociétés très rurales, pour ne pas dire agricoles. D'autre part, ces nationalismes interviennent dans des moments où la production agricole est vraiment l'activité essentielle des sociétés en question. Là, je parle bien entendu de l'Europe qui est en proie à ces nationalismes qui sont concurrents, pour ne pas dire belliqueux. Et donc, dans ce contexte, les nationalismes, qu'ils soient français, allemands, italiens ou autres, vont utiliser les paysans, les paysanneries et l'agriculture en tant qu'activité économique. C'est-à-dire que l'agriculteur, le paysan, est quand même celui qui fait le pays. On a la même racine. Et d'autre part, ce qu'il produit, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui nourrit la puissance. Donc évidemment, à partir de là, l'agriculture, dans ce moment-là nationaliste dans la vieille Europe, a une centralité majeure. On pourrait donner beaucoup d'exemples. En France, depuis Gambetta jusqu'à Pétain, je ne compare pas du tout les hommes, mais par contre, on est dans une période à forte tonalité nationaliste, eh bien, on voit bien que le paysan est une figure centrale de la nation française. Il est au centre de l'iconographie, il est au centre de l'exaltation nationale. De même pour la production. Et c'est encore plus vrai dans des pays hyper nationalistes, si je puis m'exprimer ainsi. Je pense par exemple à l'Allemagne, qui fait de la figure du petit paysan, du petit propriétaire, la pureté même de l'identité allemande. Et il fait aussi, ce Troisième Reich, de l'agriculture un vecteur essentiel de sa puissance. Je pense qu'on ne peut pas comprendre le début de l'effondrement de l'Allemagne si on ne revient pas sur l'opération Barbarossa, qui était une volonté de saisir des terres agricoles. Voilà, on a là des exemples. Je pourrais élargir à, par exemple, l'Espagne, l'Italie, qui sont des nationalismes aussi à forte dimension agraire. Et d'autres aussi, par exemple en Europe centrale, où là, après la Première Guerre mondiale, on voit des pays réapparaître, je pense à la Pologne, la Roumanie pour une part, où là, le paysan aussi a la vocation de porter la mission de revitalisation de la nation. Alors la place de l'agriculture dans les mouvements de décolonisation, elle est importante. Évidemment, d'abord, par rapport à ce que j'ai dit de l'Europe, on n'est pas dans le même type de nationalisme. On est dans un nationalisme d'émancipation. Ce nationalisme d'émancipation est d'autant plus fort quand il intervient dans des pays qui ont subi des colonisations de peuplement. Autrement dit, il y a deux types de colonisation. Il y a la colonisation indirecte, économique, et puis il y a la colonisation humaine, où là, des colons européens, néerlandais, anglais, français et autres viennent sur des territoires, se saisissent de la terre. Et donc, dans les pays qui ont été colonisés avec un grand renfort de colonisation agraire, avec la venue de paysans venus d'ailleurs, eh bien, on a effectivement une activation d'un sentiment nationaliste à très forte odeur agraire. Des exemples sur plusieurs continents. En Afrique, par exemple, on a parlé de guerre paysanne, de guerre de libération paysanne, que ce soit au Kenya, avec un soulèvement qui a donné le la en Afrique, on l'oublie, dans les années 50, avec la révolte des Kikuyu dans les hautes terres de ce pays, du Kenya. Mais on pourrait citer évidemment les mobilisations en Afrique du Nord de paysans et plus encore en Afrique australe, avec notamment le Zimbabwe, où là on a clairement une guerre paysanne, ou aussi au Mozambique. Autrement dit, vraiment, c'est l'accaparement de la terre déjà par d'autres qui attise encore davantage ce nationalisme agraire. Et on le retrouve ailleurs. Je pense qu'on peut dire aussi que la révolution nationaliste de type marxiste en Indochine, avec Ho Chi Minh, a des forts parfums agraires, parce que la terre avait été prise dans les deltas du Mekong et dans le delta du fleuve Rouge. On peut aussi élargir et regarder ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Là, il n'y a pas eu directement de colonisation de peuplement, mais les grands propriétaires qui étaient vus comme des instruments de l'Angleterre et de la France
ont été finalement violemment sortis de l'arène politique par des partis nationalistes de type agrarien. Je pense aux Nassériens, mais je pense aussi aux partis basses en Syrie. Voilà autant d'exemples, mais il y en a bien d'autres, qui montrent que, effectivement, en touchant à la terre, les colons ont attisé fortement le désir d'émancipation. Alors on est dans un monde qui a beaucoup changé par rapport à ce premier cycle nationaliste, où là on avait une population encore majoritairement rurale et bien souvent agricole, et comme je le disais, avec une production agricole qui était très importante. Aujourd'hui on n'a évidemment pas la même situation, avec des paysanneries qui sont souvent, sinon marginalisées numériquement, elles le sont socialement, en tout cas, mais numériquement ça dépend des régions. C'est vrai, il y a encore un continent africain où on a encore beaucoup de paysans. Mais globalement, quand même, avec l'urbanisation, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Et le deuxième élément qui a changé, c'est effectivement le fait que l'agriculture n'est plus aussi centrale du point de vue de sa participation à la valeur ajoutée dans les économies. Ça dépend évidemment des continents. Cela étant dit, dans le nouveau cycle nationaliste que l'on connaît, avec différentes formes de nationalisme, là aussi c'est comme dans le premier cycle, on ne peut pas les assimiler, eh bien on voit bien que l'agriculture ou les paysanneries sont de près ou de loin encore liées à ces nationalismes, pour parfois le pire. Alors, citons quelques exemples. Un nationalisme aujourd'hui qui est un nationalisme de repli, qui est plutôt le fait des pays supposément les plus avancés économiquement, donc avec moins de paysans. Je prends les États-Unis par exemple, où on a un nationalisme, celui de Donald Trump, qui a fait des paysans sa cible privilégiée en 2016. Et ceci, les paysans, les agriculteurs, les farmers, le lui ont bien rendu, puisqu'il a manifestement fortement scoré dans ces milieux. Donc voilà, les agriculteurs étaient la cible de Donald Trump, mais en retour, eu égard à ses positions sur le commerce agricole, eh bien, la Chine, qui a déserté les achats de soja américains, a finalement rendu la situation des farmers américains très très complexe. Donc paradoxalement, celui-là même qui a été élu plébiscité par les mondes agricoles en 2016, c'est celui peut-être qui a fait le plus de mal. Il s'en est souvenu, puisque dans le préaccord entre la Chine et les États-Unis, il y a un volet sur l'agriculture qui annonce que la Chine va ouvrir de nouveau ses créneaux pour l'importation de soja américain à hauteur de 40 milliards de dollars, ce qui évitera à Donald Trump de devoir verser ce qu'il a fait en 2018 et 2019, parce qu'il se souvient bien, à la veille de l'élection de 2020, que eh bien, ces farmers vont compter aussi dans le paysage politique. On pourrait donner d'autres exemples. Le nationalisme, par exemple, russe, qui est différent. C'est un nationalisme de revanche, s'appuie aussi sur l'agriculture plus que sur les paysans. Autrement dit, Poutine veut faire de la Russie également une puissance agricole à des fins géostratégiques. C'est-à-dire qu'en redevenant le premier producteur de blé au monde, eh bien, il peut aussi là tenir un soft power dans sa politique d'influence internationale.